Merci d'être avec nous sur les médias leaders Trui TV, Watt FM. Vous êtes à votre émission d'analyse de décryptage, le tribunal de l'actualité. 5e et dernière convocation de la semaine. Vous le savez, nous sommes accessibles également sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Skaled Ouedraogo, président de ce tribunal. J'ai avec moi sur ce plateau les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Ouaha. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour président, bonjour juge Ouaha, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Sur la table des juges ce matin, 2 sujets enrôlés. Nous allons parler crise sécuritaire et développement de la région de l'Est du Burkina Faso. Un débat remis au goût du jour avec la marche annoncée du mouvement Ougoul Moufi. C'est annoncé pour ce 24 avril. Nous allons revenir et en tout cas avoir le regard des juges là-dessus. Nous allons également parler réforme du système éducatif. Le gouvernement veut impliquer toutes les forces vives de la nation et cela se fera à travers des assises nationales de l'éducation, opportunités et enjeux de ces assises avec le regard des juges. Ça sera juste après cette première virgule, les avant-propos. Et pour cette partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette dernière convocation de la semaine? 2 avant-propos inspirés d'ailleurs du Conseil des ministres d'avant-hier, mercredi. Le premier avant-propos va concerner le ministère de l'administration territoriale de la décentralisation qui a fait au Conseil un rapport sur les actes d'indiscipline d'élus municipaux et régionaux en violation des dispositions du code électoral relatives au nomadisme politique. En un mot comme un mille, ça veut dire qu'après les élections, il y a un bilan qui est en train d'être fait au niveau des états-majors des partis politiques pour savoir quel élu ou quel militant ou quel cadre a décalé pour aller dans tel ou tel autre parti politique pour se faire enrôler, donc pour se faire élire. Il y en a qui ont pu le faire, qui se sont fait élire, il y en a qui n'ont pas pu se faire élire. Donc d'autres d'ailleurs ont rendu pratiquement la démission avec tout ce qui va avec, comme Maître Séraphin Sommet quand il a démissionné de l'UPC alors qu'il était maire, il a tout rendu. Bon, certains sont restés jusqu'à aller s'aligner dans d'autres partis politiques pour se faire élire député et le siège est toujours effectivement détenu. Donc je pense à Oundé, je pense à Orodara. Est-ce qu'ils seront concernés par les dispositions? Je ne sais pas. Il y a aussi le maire de Nanourou que nous avons réussi ici au niveau du tribunal de l'actualité qui est aussi soupçonné d'avoir rangé ses armes, ses bagages au niveau du RPI, et donc parce qu'il est demandé que les partis politiques fournissent aussi les preuves de l'appartenance de ces cadres ou de ces élus-là au niveau du ministère pour pouvoir effectivement faire appliquer la mesure. Donc il ne s'agira pas seulement de dénoncer que X a pris parti pour ceci, il faut arriver à démontrer effectivement avec preuve à l'appui que ça l'a été. Parce que aussi de la rencontre qui a eu lieu en ce qui concerne par exemple celui de Nanourou, quand l'état-major au niveau du Boulkemde s'est réuni, c'était comme obtenir le scalp du maire. Quand on suit les propos, c'était ça. Certains d'ailleurs disaient qu'il faut laisser la démocratie de côté, aller par un passage en force, il faut trouver les voies et moyens. Donc, est-ce que lui aussi sera concerné ou pas? Là, on attendrait effectivement de voir. Mais il y a en tout cas au niveau du Burkina, il y a un travail à faire par rapport à la discipline au niveau des partis politiques. Le texte sur le nomadisme politique a tellement de limites qu'il y a effectivement un laisser-aller et donc s'il y a une faille, on ne peut pas dire à un homme politique qui fonctionne également avec les opportunismes et les opportunités qui se présentent à lui de ne pas en profiter. Et non. Donc s'il y a un vide, il va profiter parce qu'il est là pour se faire élire et tout. Donc plutôt que d'en vouloir à des gens il faut bétonner les textes. Donc je dis c'est déjà un début, donc on attendra de voir, parce que les partis politiques sont en train de faire les points, on attendra de voir qui sera concerné, qui ne sera pas concerné par cette mesure-là. Donc là on attend de voir. Donc je disais que le second, parce que j'ai dit j'ai 2 avant-propos, le second avant-propos va concerner René Bagoro qui reprend du service, qui a eu la longévité en termes de
sur le plan ministériel, je veux dire, parce qu'il a été ministre sous la transition. Après, il a fini également les 5 ans avec le président Kaboré. Ça fait 6 ans de présence au niveau du gouvernement. Donc, premièrement, comme ministre de l'Habitat, deuxièmement, comme ministre de la Justice, et qui a fini effectivement le mandat, j'ai dit bien, avec le président, qui n'est pas le monsieur qu'on va prélever sur une scène de campagne ou bien devant une scène médiatique, mais bon, qui, dans l'ombre, effectivement, tisse sa toile, mais qui fait un travail de l'ombre au point qu'il a la confiance des barons. Mais sur le plan politique également, vous n'allez pas le voir. Donc c'est un parcours qu'il a aussi su garder. Donc une ligne de fer, bon, qui plaît et qui, bon, compte tenu, je me dis également, de ses compétences qu'il a, parce que sur le plan comme on appelle ça, administratif, tribunal administratif, c'est l'un des messieurs, en tout cas l'un des meilleurs juges administratifs qu'on a vu. Donc ses pairs le disent. Et donc là, il vient à la présidence d'ailleurs comme conseiller spécial chargé des affaires juridiques et institutionnelles. Donc je pense que c'est également quelqu'un qui a engrangé en tant que magistrat, en tant que ministre de la Justice, qui va aller parler à l'oreille du chef de l'État sur les questions juridiques et sur les questions institutionnelles. Et c'est peu de dire que c'est un averti. Donc c'est vraiment après toute cette expérience-là, c'est son domaine, je veux dire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est souhaiter bon vent à lui. C'est tout ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire. Donc, souhaiter qu'il conseille au mieux le président sur certains aspects, parce que quand on a vu certains actes à un moment donné, il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été donnés de voir par rapport aux spécialistes du droit sur les limites de certaines choses et tout. Bon, espérons que ça aille mieux. Voilà. Donc, en tout cas, on lui souhaite bon vent. C'est René Bagoro qu'on pourrait appeler l'insubmersible, parce que pour certains, c'était fini. Là, il faut le dire, après les élections, il va aller où? On a entendu plein de commentaires, mais qui prouvent que, bon, avec la compétence qu'on a, avec le background qu'on a, si vous avez la confiance des gens, ça peut toujours aller. Donc, c'est ce que j'avais comme avant-propos. Merci, juge Bougma, pour ces deux regards. Nous allons à présent écouter le juge Va pour ce qu'il a comme avant-propos pour nous. Oui, merci Président. Mon avant-propos, c'est dans la suite de ce qu'on a eu cette semaine. C'est Idriss Déby qui sera en définitive inhumé aujourd'hui. Et déjà, vous voyez le balai de chef d'État du côté du Tchad, et on parle de la présence de pas moins de 11 chefs d'État, et puis parmi les plus remarqués, ça sera bien la présence de Macron. La présence de Macron qui ne vient pas tout seul, il vient avec son conseiller Afrique et son ministre des Affaires étrangères. Bon, pour certains, ça rappelle une France-Afrique qui n'est pas vraiment partie, même si Macron se défendait de continuer dans ce sens-là. Mais il y a la question des intérêts en tout cas qui prime, et c'est ça aussi la réalité. Et puis c'est un hommage, un dernier rendu à quelqu'un qui aura compté dans le dispositif de sécurité dans cette zone-là. Et puis c'est pas rien quand on parle des relations entre ce monsieur-là et les autres pays, et pour l'engagement qu'il a eu à offrir ses forces et à s'offrir quelque peu, on dira comme ça, pour le maintien de la stabilité dans la sous-région. Vous aurez compris pourquoi est-ce que le Mali se permet aussi 3 jours de deuil national, parce que l'homme est parti, c'est pas un Malien, mais ils savent ce qu'il a apporté au Mali. Donc c'est ce monsieur-là qui part donc aujourd'hui, qui sera inhumé aujourd'hui. C'est des choses qu'on va suivre et que nous allons partager encore sur nos sessions d'information. Merci, juge Va, pour ce regard-là. Nous allons à présent nous attaquer aux deux sujets enrôlés pour cette dernière convocation. Je le disais à l'entame de cette émission, nous allons nous intéresser justement à la marche annoncée par une trentaine d'organisations de la société civile réunies au sein du mouvement Ougoulmoufi. Alors c'est en langue goulmachema, ça signifie Goulmou debout. Alors il faut dire que cette marche-là, c'est pour interpeller les autorités sur la situation de la région de l'Est qui, selon eux, en tout cas, est délaissée. Nous allons revenir là-dessus, avoir le regard des juges, mais peut-être avant de revenir sur la revendication, déjà, juge Bougma, que pensez-vous déjà de ce regroupement-là? Un regroupement pour demander, plaider pour la cause de la région de l'Est. Pour certains, ça a des relents régionalistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on ne pourrait pas empêcher les uns les autres de penser, comment on appelle ça, de donner des couleurs, voilà, des couleurs ou des noms pour ce genre d'organisation. Il y a des organisations dites de la société civile, je pèse mes mots, dites de la société civile qui ont été créées, qui avaient aussi des relents ethnicistes et jusqu'à présent qui ont des relents ethnicistes. On a laissé faire jusqu'à un moment donné et on continue de laisser faire, et ce genre de regroupements vont continuer. Donc ça va continuer parce que ça ne va pas être la première fois, alors que ce sont des choses qui ont commencé depuis longtemps, qu'on a vu venir
et on s'est accommodé, voilà, on s'est accommodé avec, et puis bon, ça prend d'autres proportions. Pour prendre l'histoire très récente des 11 décembre, Boulssa avait bloqué la circulation parce que dit n'avoir pas eu de goudron par rapport au 11 décembre à Kaya. La suite, on la connaît, c'était des négociations sur négociations, que ce sont des oncles du chef de l'État, c'est rentré, c'est sorti ici, il fallait négocier pour que la fête soit belle, personne de Boulssa n'irait à Kaya. Ces choses-là, on les avait entendues. C'est légitime, mais en même temps, ça pose un problème. Parce que c'est venu à quelques jours de la fête du 11 décembre. Donc pour certains, c'était un objet de chantage. Pour d'autres, c'est des gens qui utilisent d'autres moyens de pression pour avoir gain de cause. Et pour effectivement arrondir les angles, il fallait faire des promesses à pied levé. Que ceci sera fait, ceci ne sera pas fait, ceci sera fait, ceci ne sera pas fait. Après, tout récemment, il y a eu Wayuguea, où les manifestations, c'était par rapport à la qualité du goudron. Ce n'est pas de ce goudron que nous voulons. Nous voulons un goudron noir, lisse. Ce n'est pas ça. Ça, on l'a vu aussi. Et donc là, c'est le Goulmou qui prend le relais, mais qui s'organise d'ailleurs avec une entité. Donc, il y a un logo avec toute une organisation autour, mais qui lance également son mouvement, soutenu par d'autres acteurs. Mais ce n'est pas la première fois dans cette localité. Je crois qu'en 2018 ou 2019, il y a eu des manifestations par rapport à Bogandé ou autres. Le balai citoyen avait pris sérieusement part à cette revendication, j'ai dit bien légitime, mais c'était d'autres forces. Mais ici, les forces, c'est une force à couleur locale. C'est ce qui dérange certains. Voilà, j'ai dit c'est ce qui dérange certains, mais ce n'est pas que les arguments pour dire que nous sommes d'accord ou nous ne sommes pas d'accord manquent, non. Et ils sont en plein droit de revendiquer légitimement leur bitume. Ça, je suis tout à fait d'accord, effectivement, d'accord avec eux. Mais en même temps, même au niveau des cadres, il y en a aujourd'hui qui sont très mal à l'aise. Parce que c'est à l'unisson des fils de la région. Si vous ne vous signalez pas, vous n'aimez pas la région. Si vous signalez, surtout ceux qui sont à des positions stratégiques dans l'administration, qui doivent incarner une certaine neutralité et un certain recul. Aujourd'hui, il y en a qui sont dans des difficultés réelles, qui ne savent pas comment est-ce qu'il faut jongler. Il dit bien jonglage. Donc, je comprends ceux qui disent que ça a des relents régionalistes, je partage plus ou moins, mais la réalité aussi c'est que depuis le désenclavement de cette zone s'est fait toujours attendre. Depuis l'époque Blaise Compaoré jusqu'à cette époque, vous prenez vous circulez, pour peu que vous ayez passé quelque temps dans cette localité, vous vous rendez compte que en termes d'infrastructure routière, c'est une localité qui est très en retard. Et qui a d'ailleurs à un moment donné été le nid et le repère des bandits de grand chemin qui s'en sont pris aux forces de défense et de sécurité, où certains avaient laissé la vie, je pense aux policiers qui tombaient avec une compagnie dont je ne dirai pas le nom pour les questions de publicité et tout. Et donc, ces choses-là, on se rappelle, et des opérations spéciales qui avaient été menées dans cette localité pour neutraliser ces bandits de grand chemin. Des manœuvres qui avaient été faites depuis longtemps pour neutraliser ces bandits de grand chemin jusqu'à ce que les questions de terrorisme arrivent. Donc il y a cette réalité-là. Il y a une localité qui a une forte potentialité agricole et touristique, mais qu'on ne peut pas exploiter parce qu'il y a un problème de route. Voilà, parlons, disons les choses simplement comme ça, un problème de route. Depuis longtemps, depuis près de 10 ans, vous arrivez, prenez l'axe Ouaga-Fada, à un moment donné, vous dépassez, coupez la partie de Gounga, vous avez sérieusement, pas de Gounga de Coupélin, c'est pas Gounga de Ouagadougou, vous avez des sérieux problèmes pour vous rendre, pour la suite. Vous arrivez à Kanchari, vous virez pour aller à Diapaga, vous rentrez pour aller à Diapaga. Mon vieux, imaginons le calvaire. De Diapaga, vous voulez continuer jusqu'à Partiaga, parce que c'est une zone que je connais. Vous doit aller jusqu'à Partiaga, Namounou. Mon vieux, je ne vous parle pas. Mais alors que je dis bien, c'est un poumon économique. Si vous imaginez le
comme on appelle ça, la quantité de céréales, maïs et autres, et les produits de l'élevage qui quittent cette zone pour venir à Ouagadougou, les jours de marché, si vous avez déjà fait le marché de Namounou, mon vieux, vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne désenclave pas la localité. C'est la même chose, même au niveau de la boucle de Boune. Vous avez fait sur les eaux, des Dougou, Mouna et autres. À un moment donné, vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Grené de Burkina, ou pour accéder au Grené, il n'y a pas de chemin. C'est la même chose. Donc, je comprends la légitimité de la revendication. Je fréquentais la localité, je sais que pour s'y rendre, c'est pas aussi aisé que ça. Donc, maintenant, je dis bien, on ne pourra pas empêcher que les uns et les autres puissent qualifier ça de relais régionaliste, mais il fallait travailler à ne pas donner les arguments qui militent dans une telle situation. D'accord. Alors la qualité du réseau routier constitue principalement, je dirais, la plateforme revendicative de ce mouvement-là. Alors il demande justement qu'on réhabilite un certain nombre d'axes routiers au niveau de la région. Il y a des promesses qui ont été faites, il y a des projets qui ont été lancés et qui ont du mal à aboutir. Quand on regarde un peu la réalité du terrain, juge Vara, est-ce que ça ne légitime pas, je dirais, la création de ce mouvement-là? Moi, je ne vais pas répéter ce que Bernard a dit tout à l'heure, parce que ça plante tout le décor. Tout le monde convient que la voie n'est pas bonne. Il y a des travaux de réhabilitation qui ont été lancés. Plusieurs mois après, je pense que la population sont déçues au regard des espoirs qui ont été créés et suscités avec ces travaux qui ont été lancés. Donc, on ne peut pas discuter sur la légitimité aujourd'hui de l'expression de cette déception et la volonté pour eux de donner un genre de piqûre de rappel à nos autorités. Ça, on ne peut pas leur enlever cela. Maintenant, je crois aussi que la question du régionalisme qui est brandi ou de l'ethnicisme, moi je pense que on va quand même aussi un peu loin. Dans ce cas de figure, quand on barre une route à Ouagadougou, ou bien des riverains se plaignent parce que ils trouvent que ceci ne se fait pas bien, donc vous verrez des routes qui sont barrées. Tant que ce n'est pas réglé, personne ne passera ici. On dira que c'est quoi? Ou bien que ceux qui sortent et qui marchent, c'est tous des personnes d'une même ethnie. Non, je pense que c'est des personnes qui ont un dénominateur commun, c'est celui de vivre dans un espace qu'ils partagent, dans lequel il y a un problème. Et ça, au moins, quand on part d'emblée à reconnaître que les questions d'accès là-bas, avec les voies, c'est un problème majeur, il faut accepter de les écouter. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Il y en a qui disent aussi que, par exemple, le ministre y était, je pense que c'était le 15 avril dernier, et qu'ils avaient aussi l'opportunité d'échanger et de poser leurs problèmes. Mais je pense que les problèmes sont sûrs. Le problème, c'est pas ça. Aujourd'hui, ils sont dans une situation d'intenabilité. Je crois que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Et puis peut-être d'une patience qui pour eux commence à être trop longue. C'est des choses qu'il faut accepter et qu'il faut comprendre. Et pour moi, quelquefois, les dynamiques qui visent à faire taire ceux qui posent des problèmes me posent problème. Si vous reconnaissez la légitimité du problème qui est posé, tant que les moyens d'expression, les moyens utilisés pour le poser sont des moyens républicains et légaux, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Lorsque ça devient illégal, lorsque ça ne respecte pas nos textes, lorsque on dépasse certaines lignes, là on peut s'en plaindre. Ils parlent d'une marche pacifique. Pourquoi voulez-vous leur enlever le droit d'exprimer leur turpitude? Pourquoi voulez-vous leur enlever le droit d'exprimer ce qui les meurtrit? C'est un peu, je trouve toujours un peu fort de juger quelqu'un à la place duquel on ne se met pas, et loin de son inconfort, on s'assoit dans son confort à soi et on émet des thèses. C'est des choses qui me dérangent. Est-ce que ce qu'ils veulent dénoncer là, ce n'est pas vrai? Est-ce que le problème qu'ils posent n'est pas vrai? Est-ce que la marche qu'ils entrevoient de faire, elle ne se fera pas dans les règles de l'art? Est-ce qu'ils ont décidé d'aller casser? Moi je pose la question. Pourquoi vouloir dire qu'ils n'ont pas le droit de dire que ça ne va pas? En fait, quelquefois quand on émet le débat, c'est à ce niveau-là que je vois d'abord le problème. Vous savez, on est tellement coutumier de se dire que non, on n'a pas besoin de ça. Eux-mêmes, ils savent. Mais ils savent, ils ont fait quoi? Et
puis, il y a une autre question qu'il faut se poser, c'est pourquoi maintenant? Et puis, faisons attention. Je pense qu'il faut faire attention. C'est qu'au fil du temps, on ne comprend pas qu'on est dans une réalité d'insécurité où il y a des personnes qui tentent de tirer le meilleur parti des frustrations des uns et des autres, se disant, vous êtes les oubliés de la République, vous êtes ceci, vous êtes cela. Si vous voulez enlever ce qui reste à chacun, c'est-à-dire le droit de dire ce qui se passe, le droit de dire ce qu'il vit, vous voulez qu'il ait quelle autre alternative? Laissez les gens s'exprimer, laissez les gens poser leurs problèmes, et puis laissons l'autorité y répondre. Il ne faut pas chercher à mettre tenter de museler des gens. Je pense que c'est pas ça le plus important pour moi ici. Il y a un problème qui est clair, il y a un problème qui est réel. Il faut que petit à petit on accepte d'y répondre. Il y a des choses qui sont faites. Pourquoi est-ce que les travaux de réhabilitation qui ont été lancés, ça fait plus de 7 mois maintenant, sont en train de piétiner? Ça sera l'occasion de donner des explications. Alors, quand on écoute les responsables du mouvement Ougoul Moufi, on estime que côté développement, la région de l'Est est oubliée. On a parlé un peu de la qualité du réseau routier. On pointe aussi du doigt l'offre de services en matière de santé. Mais ce qui fâche surtout, c'est la lenteur de la réhabilité, je dirais, de la route nationale numéro 4, surtout l'axe Gounguin-Fada. Alors, il y a une marche qui est annoncée demain pour traduire justement ce ras-le-bol-là. Mais pour beaucoup, avant cette marche, il y a eu des piqûres de rappel, notamment on se souvient des compagnies de transport, en tout cas certaines compagnies de transport qui avaient décidé de ne plus desservir la région. Finalement, est-ce qu'on peut se dire surpris de cette mobilisation-là pour la région de l'Est? Non, on ne peut pas se dire surpris. J'ai fait l'état de vraiment résumé de ce que j'ai vécu, et il y a, c'est-à-dire que la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe? Si des travaux n'avaient même pas été lancés, même à la rigueur, des travaux étaient lancés en grande pompe. Mais là aussi, ça piétine. C'était en septembre 2020. Donc ça piétine. Qu'est-ce qui se passe? Donc le ministre a fait cas d'entreprises qui avaient des problèmes et tout. Bref, l'axe Gounguin-Fada, on en a longtemps parlé. Les compagnies avaient menacé de ne pas y aller. Je dis, mais alors que c'est un grand axe. Parce que vous passez par Kanchari, vous continuez jusqu'à la frontière du Niger. Donc c'est fréquenté par les compagnies des pays voisins, des compagnies de transport de personnes et de marchandises. Donc c'est une route qui tourne à plein régime. Donc la pression, elle est forte. Elle est même très forte. Je ne comprends pas d'ailleurs, parce que ça nous fait rentrer de l'argent. Mais en même temps, la réalité, c'est que vous étendez le regard, le Gourmou est à l'image des autres régions du Burkina. Et même Ouagadougou n'est pas nanti. C'est maintenant, sinon, il y a des à Ouaga, il y a des voies où on ne pouvait pas imaginer que ces artères-là soient sans bitume. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on a fait toutes ces années de calme, de paix, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit bien, pour ceux qui sont sortis de Ouaga et qui sortent régulièrement, qui vont dans d'autres localités, vous vous rendez compte qu'en fait c'est un problème, j'ai dit bien général. Partez au niveau, j'ai dit bien au niveau de la boucle de Mouhoun, au Sahel. Pourquoi le programme d'urgence pour le Sahel est venu? Au Sahel, c'est grave. Et quand vous regardez ceux du Sahel également peindre les réalités du Sahel et que vous y allez, vous vous rendez compte qu'il y a un problème en termes d'infrastructure et en termes d'eau. La qualité de l'eau que certains boivent là-bas, mais c'est grave. Donc la réalité, c'est ce qui se passe au Gourmou est en même temps à l'image de presque toutes les régions du Burkina, à quelques exceptions près, quoi. Vous arriviez à Bobo, même les petites artères, c'était difficile pour passer. C'était un goudron qui est cabossé, c'est vrai que là, beaucoup de choses se sont améliorées. Koudougou, c'était pareil. Donc on a un pays et on se demande, mais toutes ces années-là, nos autorités faisaient quoi? On a eu une stabilité. Des pays sont venus au moment où nous sommes dans la stabilité et en 15 ans, mais nous ont doublé. En 10 ans, nous ont doublé. Quand le Rwanda connaissait son comment on appelle ça, son génocide, nous étions déjà en avance. Thomas ne vivait plus. 87. Rwanda c'est en 94. Kagame est arrivé en 2000. Mais en un temps record, le Rwanda nous a damnés. On peut prendre l'exemple au niveau du Rwanda, qui dit que c'est Thomas Sankara qui le calque.
Et j'ai dit, mais plusieurs autres, mais comme nous sommes là, beaucoup ne sortent pas aussi, c'est ça aussi la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Donc en termes d'infrastructure, on n'est vraiment pas nantis. Donc moi j'ai dit, je comprends légitimement, comment on appelle ça, cette organisation. Mais on ne peut pas empêcher ceux qui donnent des couleurs de donner les couleurs. Parce que ça dérange des gens. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas trouver des couleurs pour donner? Ils n'ont pas trouvé les couleurs pour donner. Mais la réalité aussi, elle est là. Il y a une route qui est impraticable, il y a des promesses non tenues. Ça, c'est une réalité. Le ministre dit, c'est l'une des régions qui a bénéficié de beaucoup d'investissements. C'est 160 milliards de francs CFA. C'est bien. Quand ça va finir, ça va être bien. Mais en attendant, ce n'est pas fini. Donc, légitimement, voilà. Donc, mais maintenant, pourquoi est-ce que ça traîne? Si l'entreprise est défaillante, je pense que dans les mécanismes, on peut prendre des mesures pour pouvoir avancer. Il y a une route qui fait presque 7 ans maintenant à Ouagadougou. Ça, c'est en plein cœur de la capitale. À Ouagadougou, ici. Ça ne bouge pas. Vous passez toujours, soit il y a des moments, il y a des gens qui travaillent. Après, vous faites 2 mois, il n'y a personne qui y va. Après 3 mois, vous revenez à d'autres encore qui travaillent. Finalement, vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est à l'image de notre pays. Et ces genres d'organisations ne vont pas s'arrêter. D'accord. Ça ne va pas s'arrêter parce que si il faut reconnaître légalement la légitimité, la liberté des peuples de s'organiser, à un moment donné, quand ils estiment qu'il y a de l'injustice, quand ils estiment qu'ils peuvent avoir mieux, il faut leur reconnaître cette légitimité. Et que les manifestations se déroulent dans le carcan républicain, selon les normes républicaines. Et puis, on passe à autre chose en attendant d'améliorer ce qui est améliorable et puis qu'on puisse avancer. Là, je suis... parce que c'est choquant, quoi. C'est difficile de parler ça et puis se retenir. Sauf si on n'a pas touché du doigt la réalité. Si vous avez touché du doigt la réalité, vous vous dites d'ailleurs, il fallait le faire depuis. Ça va être une piqûre de rappel. Et en ce moment-là, je pense que l'autorité également sera plus regardant par rapport au marché à donner, par rapport à la qualité des entreprises à sélectionner pour le travail. D'accord. Vous avez tantôt parlé du programme d'urgence pour le Sahel, lancé en 2017 d'abord pour la région du Sahel, qui a été ensuite élargi à 4 autres régions à fort défi sécuritaire, dont la région du Sahel, de l'Est plutôt. Alors, c'est vrai, Bernard l'a rappelé, il y a plusieurs milliards qui ont été injectés ou qui sont en train d'être injectés dans cette région-là. Est-ce qu'en définitive, c'est pas finalement ce programme-là qui est jugé aujourd'hui, la qualité du programme et l'impact que ça a sur les populations? Ouais, c'est ça la réalité. Vous savez, les gens ne sont pas sensibles au montant que vous avancez à avoir investi concernant la résolution de leurs problèmes. Ce à quoi ils sont sensibles, c'est de se rendre compte que le bitume là, il est là. Et quand j'enfonce ma moto, je prends ma voiture, je passe sur ce bitume. Ça ne dépasse pas ça. On ne veut pas raconter comment vous allez régler le problème. Ce qui importe, c'est comment vous l'avez réglé. Et quand vous prenez ce taxe-là, le vaste projet, c'est sûr, c'est en 3 lots, comme ils le disent eux-mêmes. Maintenant, ils se rendent compte que, et c'est ça le problème au Burkina, c'est ce qui fait aussi qu'à la fin, vous vous retrouvez en porte-à-faux sur ce que vous dites, et vous avez les populations qui sont face à vous, qui attendent beaucoup de vous et qui trouvent que vous trahissez. On est coutumier des lancements en pompe qui ne riment pas avec le début des travaux. Quand vous écoutez, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que même au début de la campagne, vous avez le Premier ministre qui disait encore qu'on va s'arranger pour que lorsqu'on lance des travaux, ce soit arrimé au début vraiment, lorsqu'on lance le projet, que ce soit arrimé au début des travaux. Comment pouvez-vous comprendre qu'on continue à faire ce marketing politique-là, qui consiste à appeler les médias, on appelle les populations, on met les têtes couronnées là devant, on nous envoie les machines les plus belles, on fait tous les discours, le ministre ou l'autorité monte dans l'une des machines, on allume le moteur, ça avance un peu, tout le monde applaudit, on rentre. Et quand on rentre, ça veut dire que le lendemain même les machines là commencent à repartir là d'où elles viennent. Et continue le calvaire. Vous attendez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, rien. Vous mettez la pression, on vous dit c'est maintenant qu'on va faire les déviations. Qu'est-ce que vous voulez? Je pense qu'on a une façon de fonctionner qui pose aussi problème. Et quand vous écoutez un peu
les reproches, ce n'est pas que ils disent oublier, mais ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites, mais jusqu'à présent, ils n'en voient pas l'once de réalisation. Je pense que c'est ça en fait le souci. Ou pour ce qui est majeur pour eux, concernant par exemple les routes, ils se rendent compte que les projets sont en train de piétiner. Ils se demandent, mais attends, c'est pas eux qui sont venus ici, ils ont lancé ça avec nous. Mais c'est pas eux qui ont tenu le discours pour dire que ça sera ceci, ça sera cela. C'est ça pour moi peut-être le souci. Et il y a peut-être, pour ce qui est des entreprises qui ont souvent ces marchés-là, qu'il y a une vraie pression. Et puis quelquefois aussi, quand vous écoutez les entreprises, vous allez vous rendre compte que l'État aussi n'y est pas pour rien. Vous avancez des dépenses, vous faites un certain nombre d'éléments, et puis vous voyez que le reste ça piétine. Vous faites comment? Vous attendez d'être sûr de rentrer dans certains fonds avant de continuer. Quelquefois, c'est dans ces réalités-là que nous sommes. Mais je crois que ce type de mouvements sont pour moi des piqûres de rappel. Maintenant, le plus important, c'est d'éviter certains discours. Et le plus important, c'est d'éviter qu'il n'y ait pas une marche qui respecte toutes les règles. Pour moi, c'est ça aussi l'enjeu d'avoir le droit de s'exprimer. Quand vous revendiquez le droit de parler, le droit de poser un problème, il faudrait que vous le posiez dans le respect d'un certain nombre d'éléments. Pour moi, c'est ça le plus important. D'accord. Autant je défends le droit de la marche, le droit de l'expression, autant je défends aussi que cela se fasse dans des cadres légaux, qui se fasse aussi dans un entendement qui soit partagé par tout le monde, où il n'y a pas de dérive langagière, ou quelquefois vous savez dans quoi nous sommes, ou pour peu que le discours commence à devenir ethniciste et tout, on n'a pas besoin de rentrer dans cela. Parce que je pense que tous ceux qui passent sur cette voie-là, mais tous ceux qui habitent là-bas, ne sont pas forcément de la même ethnie, ne sont pas forcément de... C'est une région, c'est vrai. Elle mérite qu'on s'en occupe, c'est quand même 17% de notre territoire national. Quand vous regardez, c'est une région qui contribue en termes de rang 4e pour ce qui est du produit intérieur brut, selon certains chiffres. Donc ça veut dire que c'est un poumon. Même si on enlève la question de l'insécurité qui est en train de fatiguer beaucoup la zone, c'était une zone aussi, c'est toujours une zone touristique. Donc on a intérêt, c'est-à-dire que on a intérêt, parce que le développement là, ça passe aussi par la route, et ça passe même d'abord par la route. On a intérêt à faire ce type d'investissement là pour le bien des populations, mais pour notre bien aussi à nous, parce que lorsqu'il y a la libre circulation des biens et des personnes, vous verrez que cela impacte de façon positive nos économies. Donc l'État lui-même, il a intérêt à le faire. Il est conscient qu'il doit le faire, mais je suis désolé, quelquefois il lui faut des piqûres de rappel, et ça il faut accepter. D'accord. Alors, vous avez rappelé tantôt la rencontre entre le ministre en charge des infrastructures et les forces vives de la région de l'Est, avec justement la présence des premiers responsables de ce mouvement au Goulmoufi. Hier également, on annonçait une rencontre entre le chef de l'État et les premiers responsables de ce mouvement. La teneur de cette rencontre n'a pas été révélée à la presse, mais ce qui est certain et ce que nous avons comme information, c'est que la marche est maintenue pour demain 24 avril, une actualité que nous allons suivre et peut-être convoquer à nouveau au tribunal de l'actualité. Nous allons à présent passer au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation. Je le disais, le Conseil des ministres en date du 31 mars a autorisé l'organisation des assises nationales de l'éducation. Alors c'est une des assises pour questionner sans tabou le système éducatif au Burkina Faso, et dans cette démarche-là, les anciens ministres en charge de l'éducation ont été associés. C'était hier à travers un atelier. Juge Bouma, déjà un aperçu, ou qu'est-ce que vous pensez de cette initiative-là? D'ailleurs, sur ce sujet n'était pas enrôlé, la phrase du professeur Ouaro était mon avant-propos ce matin. J'ai accordé en tout cas de l'importance à partir de la source. La phrase d'ailleurs dit, vous me permettez que je cite, elle dit: notre système éducatif, à l'instar de ceux des pays colonisés, est un système pensé pour fournir des auxiliaires locaux à l'entreprise coloniale. Et après les indépendances, même si nous n'avons pas eu le courage de nous en débarrasser, nous avons pris conscience de la nécessité de le réadapter à nos réalités. Fin de citation. Venant d'un ministre, c'est réconfortant. Je dis c'est réconfortant parce que je fais partie de ceux qui pensent que après autant d'années, il nous fallait réadapter notre système éducatif. Mais c'est bon parce que plus de 30 ans après, on a été rattrapé par la réalité. Pour ceux qui ont lu l'appel de Gawa,
ceux qui ne l'ont pas encore lu, parce que ça est sur Internet, il y a des doyens également qui l'ont. Sankara avait voulu cette adaptation. Adapter notre système d'enseignement à nos réalités. Parce qu'au début, on formait pour pourvoir à des postes qui existaient déjà, où des gens finissaient et venaient commencer à travailler, où on demandait à d'autres, pardon, ne termine pas, viens, il y a une place et on ne sait pas comment combler. Des gens ont suspendu les études pour venir travailler parce qu'il y a une place qui cherche preneur, on a un vide dans l'administration qui va être comblé. Est-ce qu'aujourd'hui, ces choses-là ne sont pas pourvues? Parce que pour 4000 places, l'année dernière, on était à combien? Plus d'1 million de candidats. C'est que le système n'est pas bon. Il faut avoir le courage de le dire. Il fallait une réadaptation. Et donc, ces assises, pour moi, devraient pouvoir permettre d'avancer. Mais en même temps, je pense qu'on n'a pas forcément, je dis bien forcément besoin d'assises, parce que les assises aussi ont montré leurs limites au Burkina. Ça. Ce qui fait que je pense que la volonté politique devrait beaucoup plus primer. Parce que des acteurs trouveront des arguments pour ne pas venir à ces mêmes assises et après ne pas reconnaître ce qui va venir ou bien s'opposer à l'application de certaines mesures que vous allez prendre au niveau des assises. Donc, je pense que c'est d'abord une question de volonté politique. Mais en même temps, en son temps, la réalité c'est qu'on se pose la question de pourquoi est-ce que l'initiative de Sankara et l'appel de Gawa n'a pas prospéré. La réalité aussi c'est quoi? C'est que effectivement, il s'est trouvé des intellectuels burkinabés qui s'étaient aussi opposés à l'application et qui ont dit Sankara veut abattir entre griffes nos enfants. Ils ne veulent pas se faire remplacer. C'est pourquoi ils veulent tuer le niveau des élèves. Sinon, vous ne pouvez pas nous dire de faire une telle réforme au niveau du système éducatif. Conséquence, ça a été tué dans l'œuf. Celui qui avait en charge du projet, finalement, a démissionné. Et puis, bon, ils sont passés, effectivement, à autre chose. Sinon, si on avait accepté, on n'en serait pas là. Mais on a continué de faire la même chose. Donc la folie d'Einstein, faire la même chose et on espérait tout en espérant un résultat concret. Ça ne marche pas. La semaine dernière, j'ai eu la chance de modérer un panel sur les questions d'éducation. Il y a un religieux qui faisait partie des panélistes qui a dit, et qui fait littérature, qui dit quand il est allé pour renforcer ses capacités littéraires en Europe, il était avec un Indien et qui lui a demandé, lui, il évolue dans quel domaine? Il parle de littérature française, l'Indien, mais il a failli dire qu'il a manqué de fait pour que l'Indien lui demande, mais est-ce que toi tu es normal? Littérature française, tu vas où avec ça? Pour un pays au Burkina. C'est pour faire quoi? Il dit, lui, bon, il était gêné. Il a dit que lui-même, il a reconnu, il dit qu'il était gêné. C'est comme il était perdu, quoi. On a des défis. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de ça? C'est la question qu'il faut se poser. Je n'ai pas dit qu'on n'en a pas forcément besoin. La Chine a des linguistes, l'Inde a des linguistes et tout. Mais ils ont des littéraires. Parce qu'il y a une langue qui doit être... Maintenant, c'est quelle littérature on fait pour atteindre quoi? Ça, ce sont des éléments qui sont effectivement importants. Je n'ai pas dit que la littérature pour un pays n'est pas importante. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est quelle littérature et pour atteindre quoi? Ça, c'est un élément effectivement fondamental. Donc, il y a une nécessité de réadapter notre système éducatif. J'ai toujours pris l'exemple de Cuba, où effectivement, sur le plan, ils ont réussi sur un certain nombre de choses. Cuba nous envoie des médecins ici. Pour ceux qui ont fait le centre-ouest, il y a une bonne collaboration entre l'hôpital de l'amitié de Koudougou et l'île et Cuba. Donc il y a souvent un contingent de médecins qui viennent donner un appui au centre hospitalier régional à Koudougou. Quand le coronavirus battait son plein en Italie, ce sont des médecins cubains qui sont venus. Au moment où la France dit que même un cache-nez, elle n'en a pas pour l'Italie. Mais c'est même Cuba là qui est présenté aux yeux de la communauté internationale comme elle n'est pas démocratique, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Mais le Cuba a pris son temps pour former ces gens d'abord pour Cuba. Donc, Cuba, ça dit que l'exemple le contenu de formation n'est pas fermé au modèle occidental. Parce que après vous avez aussi des enfants qui doivent aussi aller apprendre. Donc si sur un certain nombre de choses vous ne vous accordez pas sur ce minimum là, ils ne peuvent pas aller également dans ces universités. Non.
On n'a pas dit de faire table rase, on a dit une réadaptation. Et ça, le Ghana aussi a réussi cette réadaptation. Parce que si vous coupez complètement les ponts, ah non, si vous allez chercher un complément de savoir en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, et beaucoup de choses vont vous manquer. Mais la réadaptation en fonction d'une réalité, ça, on l'a laissé tomber. Ce qui fait que sur le plan culturel, que dalle. Prenez un enfant burkinabé aujourd'hui, interrogez-lui sur les questions culturelles, les valeurs culturelles, par rapport au respect des aînés, par rapport au respect de ceci ou cela. Ce sont des valeurs culturelles qui n'existent plus. On a travaillé à vider l'autorité du maître de la classe, alors que c'est lui qui devait conférer les valeurs culturelles à l'enfant, de respect, d'obéissance, de discipline. Ça, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons vidé ces choses-là. Alors que ce sont des éléments qui étaient effectivement très importants. Vous partez à certaines conférences, à certains panels, vous donnez la parole aux jeunes sur certaines questions. Le ton, la fougue, les mots qui sont choisis pour s'adresser à l'autorité. Adams, parfois, vous posez la question de dire, mais on est où on va avec cette jeunesse? Ça, souvent, je souffre dans l'âme. Vous entendez certains propos, mais vous êtes outrés. Vous regardez l'âge de l'intervenant et celui à qui il adresse la parole en tant qu'Africain et Burkinabé, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, un maillot de la chaîne des valeurs culturelles a cédé. D'accord. Et il nous faut avoir le courage de le regarder en face et d'avancer. Et ça, les assises sonnent comme une chance. Maintenant, tout dépendra de ce que les Burkinabés vont mettre comme contenu. Et après, qu'est-ce qu'ils seront prêts ou d'accord pour qu'on applique? Parce que ça aussi, c'est notre paire de manches au niveau du Burkina. Alors, pour faire un petit rappel historique, en 1994, on a eu les États généraux de l'éducation. En 2002, des assises nationales de l'éducation dans divers domaines touchant aussi bien les infrastructures, les équipements et l'accès, aussi bien la question des programmes et du personnel. En 2004, il y a eu 2 séminaires gouvernementaux sur la question. Les ateliers, on en a eu à l'appel. Finalement, on se demande, est-ce que le diagnostic n'est pas connu, juge Var? Bon, diagnostic connu ou pas, pour moi, c'est pas forcément cela le problème. Il y a le ministre qui disait quelque chose aussi d'assez intéressant. En même temps qu'il dit qu'on hérite d'un système qui n'est pas prévu pour que nous puissions avoir un développement auto-centré, mais pour que nous puissions être ou produire ce dont a besoin la colonie dans son schéma, le colon dans son schéma. Et en même temps, il dit qu'avec les indépendances jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de réformes qui ont été entreprises, mais pour la plupart, elles n'ont pas été achevées. Donc, à quoi cela sert-il de diagnostiquer à un moment donné votre mal, de proposer des remèdes qui sont ceux du moment, et puis de ne pas terminer le traitement? Ça ne sert pas. Donc, vous êtes dans un perpétuel recommencement, peut-être dans le pourrissement de votre situation, ou bien dans la création d'avatars pour ce qui est de cette situation. Donc, vous créez des problèmes dans le problème et ça devient un peu compliqué. Donc, le problème n'est pas les rendez-vous que vous avez pour discuter de solutions à trouver, mais c'est la capacité que vous avez à arriver au terme de ce que vous décidez ensemble. On a cette réalité-là, c'est que au fil des remplacements viennent des nouvelles solutions. Et en même temps, l'abandon de même celles bonnes qui ont été entreprises par le prédécesseur. Parce qu'on va lui reconnaître ça. On dira que c'est lui qui avait commencé, donc je n'en donnerai même pas la paternité, ça ne sert pas de continuer. C'est notre réalité africaine là qui nous met souvent dans ce problème-là. Où on veut que, avec notre passage, on dise, ah, lui quand il est venu, ça là, c'est à lui on doit ça. Mais comme personne ne veut qu'on doive la justesse, le succès, non à lui, mais qu'on le doive à lui et pas à quelqu'un d'autre, on est dans des dynamiques toujours non à terme, entrecoupées. Et le système ne peut que se porter plus mal. On n'est pas dans la continuité. Chacun veut venir apporter. À un moment donné, ça donne l'impression d'un fourre-tout, des gens d'une organisation. Et ça, c'est pas bon. Moi, je suis content. Tout à l'heure, Bernard disait, mais est-ce que les assises, on en a besoin? Le problème n'est pas que il n'y a pas la solution, hein. Mais quelquefois même la solution, là, il faut passer par des moyens, pas seulement pour que ce soit accepté, mais pour que vous puissiez être à l'aise pour continuer. Je le dis pourquoi. Il rappelait aussi les problèmes qu'il a avec, bon, pas les problèmes qu'il a avec, mais les problèmes qui sont ceux de l'éducation aujourd'hui. Il
il y a la réalité de la façon dont c'est conçu depuis les indépendances. Il y a aussi les forces en présence en interne qui quelquefois ne travaillent pas en bonne intelligence, syndicats et autres. Aujourd'hui, il faut se dire la vérité. Vous envoyez une réforme, elle est mal accueillie, elle est même combattue par ceux qui sont entre griffes vos partenaires. Parce que j'ai dit entre griffes parce que logiquement c'est vos partenaires. Mais à la façon dont les choses se passent souvent sur le terrain, c'est pas des partenaires. Et c'est dans ce contexte-là qu'on est. Et puis aujourd'hui, le problème c'est que le Burkina fait face à des défis qui sont maintenant majeurs avec l'insécurité. Le nombre d'écoles qui ont été fermées, c'est des milliers. Le nombre d'enfants qui sont dehors, c'est des milliers. Et c'est pas encore fini. Donc, il y a à repenser beaucoup de choses dans un contexte qui est devenu nouveau. Maintenant, avec tout cela, comment aller, même si vous pensez avoir la solution, sans inclusion? Peut-être c'est ça aussi le principe des assises. C'est vrai, consulter, mais qu'après aussi, on ne vous dise pas que vous n'avez pas écouté les autres. Quelquefois, on a nos ministres, on a nos gouvernements qui sont dans l'obligation de ces démarches-là. Pas parce qu'ils n'ont pas la claire vision de là où ils veulent aller, ou bien la claire vision des solutions qui sont possibles, mais ils savent que tant que ça ne viendra que d'eux, ça ne va pas prospérer. Autant qu'on s'asseye, que je pose sur la table ce que je pense, que vous y apportiez un certain nombre d'éléments et qu'on puisse, avec un minimum de consensus, y aller. Quelquefois, on est obligé de fonctionner comme ça, même si on sait que par après, c'est nous qui décidons, parce que nous serons comptables, même pas comptables. Nous serons responsables des résultats, puisque c'est nous qui l'avons mené et c'est nous qui l'avons décidé. Vous avez été votés pour faire et gérer les choses d'une certaine façon, qui sera par après jugée aussi, et pour lequel il y aura une sanction dans les unes pour dire vous avez bien fait ou pas fait. Donc vous devez assumer à la fin qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord. Alors vous avez rappelé tantôt ce qu'on a connu comme débat concernant par exemple la réforme des examens et concours qui vont aujourd'hui passer entre qui vont être, je dirais, transférés au MENA-PLN. On a vu le débat que cela a suscité. Au regard justement de ces mouvements-là et du projet qui est envisagé avec les ambitions de ces assises nationales, est-ce qu'on a le droit d'être optimiste, juge Bougma? Oui, moi je ne désespère pas sur la réforme du système éducatif, que ce soit avec ce gouvernement ou pas ce gouvernement, que ce soit dans 10 ou dans 15 ans ou dans 20 ans, parce que la réalité elle est là, elle est implacable. Donc quand les gens sortent d'une formation dans un domaine où ils n'arrivent pas à produire ce pourquoi ils ont été formés, naturellement à un moment donné la réforme va s'imposer d'elle-même. Sur ce plateau, j'ai reçu des jeunes dans le cadre d'une émission d'ailleurs liée au système éducatif. Celle qui a fait droit, qui a fini, elle a fini, elle fait son master 2 en droit. Elle dit j'ai fini sans savoir comment rédiger un acte juridique. Parce que pour le faire, il me faut être dans un cabinet juridique. Elle a fait droit. Il faut que je sois dans un cabinet, je reprends ces termes, il faut que je sois dans un cabinet juridique, un cabinet d'avocats ou tout, et puis voilà. Sinon tout le reste est resté théorique. Comme à quelqu'un, première année, deuxième année, troisième, quatrième année, qui finit, qui ne peut pas rédiger un acte juridique. C'est sa confession. Je n'ai pas fait le département de droit, c'est sa confession. Elle dit, mais pour apprendre à rédiger un acte juridique, il faut que je parte dans ça. Donc, on n'a pas su allier théorie et pratique. Mais ça, ce sont des éléments concrets comme on appelle ça, de formation. Donc là aussi, il faut reconnaître que, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on ne pouvait pas avoir à côté, effectivement, ces cabinets, même si c'est des cabinets fictifs, qui accompagnent l'enfant? Non, pas fictif. Non, je vais dire quoi? Non, en fait, pas des cabinets constitués légalement pour exercer en tant que cabinet, mais dans le cadre de la formation. Voilà, pas légalement constitué pour, voilà. Ou bien, je ne sais pas, mais comment est-ce qu'on est arrivé là? Mais c'est normal. La première promotion, vous tapez plus de 3000 personnes. Au Burkina, combien de cabinets pour prendre ces gens-là? En termes de pratique. Il y a déjà un problème. Donc quand on regarde l'effectif par rapport à ce qui existe en termes d'éléments pouvoir, ça pose véritablement un problème. Donc la nécessité de revoir le système, oui. Donc je pense effectivement que je suis optimiste. L'autre aspect, c'est que pour la réforme du bac, on se bat
contre l'impérialisme entre griffes occidentales, on se bat parce que le pass est venu détruire notre système éducatif, mais en même temps on se bat pour préserver un diplôme qui est lié à la culture et à l'histoire d'un pays. La réforme, je dis bien, devait pouvoir faire en sorte qu'il y ait une adaptation entre ce que nous voulons pour le Burkinabé de demain, qu'on va donner comme substance aujourd'hui. Ça, c'est beaucoup plus là l'enjeu. Maintenant, est-ce que la réforme peut toujours permettre à un Burkinabé, avec ce bac, de prétendre dans une autre université? Est-ce que c'est possible ou ce n'est pas possible? Peu importe celui qui l'organise. Moi, c'est la question que je me pose. Et donc, si effectivement, comme l'a dit le gouvernement, des enfants burkinabés viennent d'autres pays avec le même diplôme de baccalauréat organisé par le ministère de l'équivalent du MENA-PLN et que c'est accepté à l'université Ouagadougou, ça veut dire que ça ne devrait pas poser problème dans d'autres universités. Mais bref, quoi qu'il en soit, il y a effectivement la nécessité de regarder. Et moi je suis objectif, et comme on appelle ça optimiste, que ça va aller. Parce que quand vous regardez ceux qui sont en train de créer les écoles aujourd'hui, il y a un changement dans le contenu, il y a des nouvelles donnes dans les contenus. La formation professionnelle prend du galon, pourquoi? Parce qu'il y a effectivement un vide. Donc les formations de courte durée, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'agriculture, et même dans d'autres domaines, répondent à un besoin qui n'existait pas et que des gens ont réussi à créer. Et donc moi j'ai bon espoir que ça doit pouvoir effectivement aller. Et moi je pense qu'il y a... Pour moi, il y a aussi un point qui est très important, c'est qu'est-ce qu'on veut de notre système éducatif, qu'est-ce qu'on veut qu'il produise, pourquoi on va à l'école. Parce que, vous savez, il y a une question de fond. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, il y ait une bonne majeure partie des étudiants, quand vous les écoutez, c'est qu'on va soit à l'école parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Je vais arrêter. Bon, ok, si j'arrête d'aller à la fac, je vais faire quoi? Ce n'est pas qu'est-ce que tu y vas pour faire quoi, mais si j'arrête là, qu'est-ce que moi je vais faire? Et ça, c'est très grave. Et en plus, qu'est-ce qu'on essaie de faire à un moment donné? On est dans un système où on essaie d'avancer pour obtenir des diplômes qui vous permettent de passer certains concours, d'entrer à la fonction publique, que pour ça. Mais c'est pour ça que vous voyez le nombre pléthorique de personnes qui tapent à la porte de la fonction publique. Parce que le monsieur, il a tout fait pour avoir son bac, avoir sa licence, juste pour un concours. Après, il continue avec la maîtrise. C'est juste pour être éligible pour un concours. Et quel que soit ce qu'il fera à côté comme petit métier, c'est en attendant d'avoir son concours. Parce que ça, tu ne peux pas l'enlever de la tête. Vous ne pouvez pas le lui enlever de la tête. Et tant qu'on est dans cette façon de voir les choses, ça devient compliqué. Et Bernard parlait tout à l'heure de la question quand on parle de formation professionnelle, c'est qu'on vous forme pour un métier. C'est-à-dire que vous n'y allez pas parce que vous vous dites, bon, je continue parce que je n'ai rien à faire. Non, vous allez pour devenir agronome, pour travailler dans le secteur de l'agriculture, dans l'élevage. C'est-à-dire que dès que vous emboîtez ce pas-là, vous savez ce que vous serez demain. Mais quand on va à l'université, très souvent, nos jeunes ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire demain, jusqu'à ce qu'ils soient. Parce que la plupart à l'université, tout le monde est majeur. Le monsieur, il a 24 ans, vous lui demandez ce qu'il veut faire, il ne sait même pas ce qu'il veut faire demain. Je veux travailler à la fonction publique. Moi, c'est que je veux, c'est un concours d'entrée à la fonction publique. Je veux ceci, je veux cela. Mais demandez qu'est-ce que vous voulez faire, ne saura pas. Tant que vous ne savez pas ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller, est-ce que vous pouvez faire des choix de formation pour... Et ça, c'est un problème de fond. Il y a une mentalité forte sur laquelle il faut travailler, et ça, pour moi, c'est important. Alors, Assise nationale de l'éducation, opportunité en jeu, nous avons eu le regard des juges sur ce plateau, en tout cas pour l'occasion de cette dernière convocation de la semaine. Nous allons vous dire merci pour ces différentes clés de lecture, des analyses qui mettent un point final à une semaine de convocation et de jugement de l'actualité. Nous allons vous donner rendez-vous lundi pour faire la même chose, poser un regard critique sur l'actualité, et ça sera sur les médias leaders, True TV et Watt FM. Excellente journée en compagnie de ces médias leaders.